Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo dans laquelle l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, répond aux questions de nos internautes. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Donna et bonjour à tous les internautes qui sont avec nous. Beaucoup de questions vous ont été posées sur nos pages Facebook en hébreu et en français. Nous allons commencer par la question de Flore. Quelle est votre réaction au drame de Netanya dans lequel 3 jeunes franco-israéliennes ont perdu la vie? D'abord, quand je l'ai appris vendredi, il y a beaucoup de consternation. Je sais qu'il y a eu une détresse extraordinaire dans la communauté de Netanya. Je pense d'abord quand même aux familles des 3 adolescentes, Stassi Barouk, Rebecca Missid, Rebecca Dornay. J'ai demandé à notre consul général, Colette Le Baron, de se rendre tout de suite sur les lieux pour qu'elle puisse voir quelle aide nous pouvons apporter. C'est une aide qui est modeste, bien sûr, mais je pense que c'est important d'être aux côtés des familles, d'aller voir aussi ceux qui ont dû être relogés, d'apporter une aide matérielle quand cela est possible, et de travailler avec la mairie et avec toutes les organisations francophones de Netanya, parce que je sais qu'il y a sur place un formidable élan de solidarité. Et voilà, je voudrais simplement m'y joindre. C'est dans ces moments-là qu'on sent les liens au sein de la communauté française. Plusieurs questions nous ont été posées au sujet de Gilad Shalit. Nous allons en choisir quelques-unes. Alex Beribi s'intéresse à savoir si l'ambassade est toujours présente et active en ce qui concerne Gilad Shalit. Question de Rachel Avidar. Après toutes ces années de calvaire, que fait la France concrètement pour obtenir la libération de Gilad Shalit? Est-ce que cela se produira prochainement? Et Noam Nir, qui aimerait savoir la position française au sujet de l'organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza, donc le Hamas. Bon, d'abord, merci à Alex, Raël et Noam. Ce sont 3 excellentes questions. Vous le savez, pour moi, le sort de Gilad Shalit, c'est vraiment une des priorités. Quand je suis arrivé ici, il y a un peu moins de 2 ans, mon premier geste a été de rendre visite à Noam et à Aviva, dans leur village, dans leur maison, près de la frontière libanaise. Je les connais depuis 2006. J'étais déjà ici en fonction en 2006, puis après je les ai suivis quand j'étais à Paris. Et ce sont des gens d'une très grande dignité, d'une très grande noblesse, d'un très grand courage. Et leur combat, c'est aussi le combat de la France, parce que Gilad est français, parce que son sort nous concerne tous, c'est aussi le sort d'un enfant séparé de ses parents. On le sait, ses parents sont sans nouvelles de lui depuis maintenant depuis un peu moins de 2 ans. Il n'y a aucune visite. Donc cette tragédie, la France essaie d'y répondre en apportant tout son soutien aux autorités israéliennes, aux médiateurs allemands, pour parvenir à une libération sans condition immédiate. Je suis en contact ici permanent avec le négociateur israélien, Hagai Hadas, puis ensuite David Meidan. La France, au plus haut niveau, le président de la République a manifesté son extraordinaire solidarité, empathie avec Noam et Aviva. Le président de la République a reçu Noam il y a quelques jours. Le ministre Alain Juppé, quand il était ici, a rendu visite à Noam et à Aviva sous leur tente à Jérusalem, en face de la résidence du Premier ministre. Nous faisons beaucoup de choses. Peu peuvent être dites aujourd'hui parce que cette négociation, c'est une négociation qui est confidentielle. C'est la clé du succès. Et ce n'est pas le moment de révéler ce qui a été fait. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que nous faisons le maximum, que nous répondons toujours présents et qu'à chaque fois que le président de la République a un entretien avec M. Netanyahou, le sujet est évoqué, nous nous concertons. Angela Merkel et le président, ensemble à Berlin, ont publié un appel très fort à la libération de Gilad Shalit. Les dirigeants du G8, les 8 principaux pays de la planète, étaient réunis il y a quelques semaines à Deauville, en France. Eh bien, à l'agenda de cette réunion figurait le sort de Gilad Shalit. C'est dire que le sort de notre compatriote, de ce soldat franco-israélien, est considéré pour nous comme une des priorités dans la région. Le Hamas, pour nous, doit répondre à trois questions très simples. Est-ce qu'il est prêt à reconnaître Israël? Est-ce qu'il est prêt à renoncer à la violence?
est-ce qu'il est prêt à respecter tous les accords qui ont été conclus par l'autorité palestinienne dans le passé? Pour l'instant, et je le regrette, le Hamas n'a pas répondu à ces questions, qui sont des questions de fond. Question de Shoshi Steinovich. Comment la France votera-t-elle en septembre si les Palestiniens essayent de proclamer leur État à l'ONU? Merci Sochi. Je sais que beaucoup d'Israéliens, de Français se posent cette question. La réponse est très simple. Pour l'instant, notre priorité, ce n'est pas de savoir ce que nous allons faire au mois de septembre, c'est d'éviter qu'au mois de septembre, la question soit posée. Pourquoi? Parce que nous savons que si nous arrivons au mois de septembre, et s'il y a effectivement une démarche unilatérale palestinienne à l'Assemblée générale des Nations unies, nous savons que nous serons tous perdants. L'Europe sera divisée, les Américains apparaîtront comme impuissants, les Israéliens apparaîtront comme isolés, et les Palestiniens n'auront rien gagné. Le lendemain, rien n'aura changé. Bien au contraire. Donc, nous ne voulons pas d'un événement qui ne produise que des frustrations et des divisions. Notre effort, c'est de relancer le processus de paix. C'est pourquoi M. Juppé était ici il y a quelques jours, c'est pourquoi le président a eu de longs échanges avec le président Obama. Nous travaillons dans ce sens avec nos amis israéliens comme avec les Palestiniens. Et nous pensons, malgré tous les obstacles, malgré la lassitude, le scepticisme, je sais, les risques sont élevés, mais le risque le plus grave, ce serait de ne rien faire. Donc malgré toutes ces difficultés, nous croyons qu'il est possible effectivement de relancer le processus de paix, car ce n'est qu'à travers la négociation qu'on pourra construire à côté d'Israël un État palestinien viable, un État palestinien démocratique, et cet État sera le meilleur garant de la sécurité d'Israël. Merci. Question d'Orit. Pourquoi la France n'intervient pas pour empêcher la flottille à destination de Gaza prévue pour la fin du mois et à laquelle doivent participer plusieurs bateaux français? Merci Ori pour cette question. À vrai dire, la France fait beaucoup de choses sur ce sujet pour décourager les organisateurs de ces flottilles. Nous avons dit, par écrit, oralement, au plus haut niveau, que nous trouvions que c'était une idée particulièrement mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de tension supplémentaire. Dans une région qui est déjà explosive, franchement, nous n'en avons pas besoin. D'autre part, nous ne contestons pas la démarche humanitaire. La situation à Gaza est difficile, nous le reconnaissons, évidemment, pleinement. Mais il existe aujourd'hui des manières, des procédures pour faire entrer les produits à Gaza, par l'Égypte ou par le port d'Ashdod, et ensuite par le point d'entrée qui s'appelle Kerem Shalom. Des progrès importants ont été réalisés depuis un an, il faut donc utiliser ces procédures, ces voies, ces chemins d'accès. C'est ça ce pourquoi nous plaidons, c'est ce que nous avons dit aux organisateurs, et j'espère que cet effort de conviction va payer. Question de Nouritlev. Est-ce que la France encourage les activités économiques entre la France et Israël? Je représente en Israël des Juifs français possédant des affaires et des biens immobiliers en Israël. Comment et qui est-ce que je pourrais contacter à l'ambassade à ce sujet? Alors, moi j'aimerais qu'il y ait effectivement plus de projets économiques français en Israël. Pas forcément d'ailleurs dans le secteur immobilier, parce que tous mes amis israéliens me disent « Ah, depuis l'arrivée des Français, les prix à Tel Aviv ont explosé ». Mais c'est aussi une contribution à l'économie, les achats dans l'immobilier. Mais au-delà, je trouve qu'ici, il y a des tels talents, il y a des start-up de génie, il y a des jeunes gens créatifs qui ont tout inventé. Donc il faut venir travailler avec eux, établir des partenariats pour les vendre en Chine, en Inde, à travers le monde, se faire financer sur les places new-yorkaises, trouver des ingénieurs français. Voilà, tous ces talents sont là, il faut que nous en profitions. Alors les Français commencent à le comprendre, de plus en plus il y a des entreprises françaises qui viennent ici, mais c'est vrai que quand je regarde les chiffres, c'est pas encore ça. Alors la réponse précise à la question, il y a un type formidable qui s'appelle Frédéric Zabot, qui est le représentant ici d'UbiFrance. UbiFrance, c'est l'organisme qui s'occupe de l'aide aux entreprises françaises à l'exportation. Donc Frédéric Zabot, ses coordonnées sont sur le site internet de l'ambassade et vous pouvez le joindre, lui envoyer un mot, aller le voir. Il est à côté de l'hôtel Hilton et voilà, il pourra vous expliquer toutes les démarches nécessaires pour entrer sur le marché israélien et puis aussi pour trouver un partenaire
pour les entreprises françaises, un partenaire israélien, pour les entreprises israéliennes, un partenaire français, parce que moi je souhaite aussi qu'il y ait des investissements israéliens en France. Il y a beaucoup de richesses dans ce pays, et il y a beaucoup d'entreprises françaises de qualité qui trouveraient un intérêt dans un investisseur israélien. Voilà. Alors, Rémi Falzon aborde un autre sujet. Alors que les politiques d'aide au développement françaises se limitent aux pays en développement, quelles sont les marges de manœuvre de l'ambassade de France à Tel Aviv afin d'aider ou d'encourager Israël à développer ses régions les plus reculées et ses populations les plus défavorisées? Israël se classant parmi les pays de l'OCDE où il y a le plus d'inégalités socio-économiques. C'est vrai, c'est un paradoxe. Israël est aujourd'hui devenu un pays riche, même très riche, et en même temps, il y a encore beaucoup de pauvres, beaucoup de zones défavorisées. Moi, j'étais ce week-end dernier au Fakim. Un peu plus tôt, j'étais à Yerouham. Et j'ai vu effectivement la difficulté de vie sur place des gens, dans des zones où souvent il n'y a pas beaucoup d'emplois, où ceux qui sont les plus dynamiques partent. Et donc il y a un cercle vicieux de pauvreté qui s'installe. Mais en même temps, j'ai vu aussi des gens qui en veulent, qui veulent changer l'image du Sud et qui ont des projets. Alors la France est prête à les aider, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le domaine de la culture. Par exemple, si vous voulez changer l'image d'une ville, vous créez un événement culturel, vous ouvrez un musée, vous lancez une exposition. Sur le plan économique, quand je vois des entreprises françaises qui sont intéressées, je leur dis voilà, vous pouvez vous intéresser à la Silicon Valley, mais finalement c'est l'ensemble d'Israël qui est la Silicon Valley. Donc vous pouvez aussi bien vous installer à Ofakim qu'à Herzliya. Et c'est vrai aussi quand je reçois ici des parlementaires français ou des associations françaises qui sont proches d'Israël, je leur dis voilà, il faut partir à la découverte de l'ensemble du pays et sortir aussi de la zone Tel Aviv, Jérusalem, aller à Haïfa, bien sûr, aller en Galilée, aller dans le Negev et aller à la rencontre de la totalité du pays. Parce que ce qui est extraordinaire dans ce pays, ce n'est pas seulement sa créativité, sa richesse, c'est aussi son étonnante diversité. Tout simplement parce que les Israéliens viennent d'horizons extrêmement différents. Donc quand vous allez d'Ofakim à Tel Aviv, quel chemin vous parcourez? Mais il faut aussi parcourir le chemin dans le sens inverse. Voilà, quand je vais à Sderot, pour marquer ma solidarité envers les Français et envers l'ensemble de la population qui était touchée par des roquettes, je vois aussi les réalités économiques du pays. Le maire m'en parle, les Français m'en parlent. Et je sais que ce n'est pas toujours les jours faciles derrière cette image prospère de l'ensemble du pays. Karine Khattab, elle nous demande aux élections législatives de 2012, il y aura une place dans la 8e circonscription pour un député élu en Israël ou en Grèce, Italie, Turquie. Quels sont les avantages que les Français d'Israël pourraient avoir à élire un représentant à l'Assemblée nationale? D'abord, c'est une première, c'est formidable. C'est-à-dire que les Français en Israël, ils votaient déjà pour l'élection présidentielle, mais maintenant ils vont pouvoir voter pour l'élection législative et voter pour quelqu'un qui va les représenter. Alors, il va représenter en fait ce qu'on appelle la 8e circonscription, qui est une circonscription qui comprend Israël, la Turquie, la Grèce, l'Italie, San Marin, Chypre et Malte. J'espère que je n'ai oublié personne. Mais la majorité des électeurs sont en Israël. Donc moi, je pense que cette mesure va permettre de renforcer la représentation des Français d'Israël, pour mieux faire entendre leurs discours, leurs préoccupations, leurs angoisses, leurs propositions. Voilà, je souhaite qu'ils en profitent pleinement. Je souhaite qu'ils s'inscrivent nombreux dans les consulats. Nous allons disposer des bureaux de vote un peu partout dans le pays, donc ce sera vraiment très facile de voter. Et je souhaite qu'ils s'inscrivent et qu'ils participent le jour venu en masse pour voilà, saisir cette occasion démocratique. Question de Nadav Raham. Que pensez-vous de l'idée d'organiser des activités conjointes pour les adolescents israéliens, et peut-être les Palestiniens aussi, et français? C'est une très bonne idée qu'a Nadav. C'est une idée que nous partageons. On fait beaucoup de choses dans ce domaine, c'est peut-être parfois trop discret. Moi, j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, ce que fait la Fondation France-Israël avec Nicole Gage. Elle fait un boulot formidable, Nicole. Et je pense par exemple à l'événement qu'elle a organisé avec les enfants et les petits-enfants
de Juste, qui se sont rendus au Yad Vashem il y a quelques semaines. Et c'était très beau de voir cette rencontre entre ceux qui ont été sauvés et ceux qui les ont sauvés et leurs descendants. Je pourrais prendre un deuxième exemple, c'est Valérie Offenberg, qui est notre représentante spéciale pour la dimension éducationnelle et environnementale et économique du processus de paix, a eu cette idée avec une ONG israélienne de monter une rencontre entre des lycéens français, israéliens, palestiniens. Et à E3, ils ont élaboré des propositions de paix et ils sont venus les présenter très sérieusement à l'Assemblée nationale à Paris. Voilà, c'est une belle initiative pour aussi faire en sorte que la conscience politique soit commune, soit partagée entre tous les jeunes. Et puis je pense aussi peut-être à un dernier élément, c'est que vous le savez, nous avons des établissements scolaires ici en Israël. Je pense en particulier au lycée franco-israélien Raymond Leven, qui est un bel exemple aussi de collaboration, de travail en commun entre des lycéens français et des lycéens israéliens. Ils ont beaucoup à échanger. C'est pas toujours facile au début. Ils viennent de cultures différentes, ils ne parlent pas toujours la même langue. Mais je vois, j'ai pu suivre, parce que moi, ma fille est au lycée, et j'ai pu voir très concrètement comment les deux communautés, un peu éloignées au départ, ont fini par se rassembler. Souvent, c'est le sport qui rassemble. Moi, je me rappelle, j'avais organisé à la résidence un des plus beaux événements, je trouve, de mon petit séjour en Israël, qui était la rencontre entre deux sélectionneurs. Le sélectionneur de l'équipe de foot israélienne, bon, tout le monde le connaît, et le sélectionneur de l'équipe de foot palestinienne. Les deux sont français. Voilà. Les deux ont joué, pas ensemble, l'un contre l'autre, et c'était un beau moment de communion autour d'un langage commun. Le foot, quoi de plus universel que le foot? Tout à fait. Nous allons prendre deux dernières questions. Question d'Anna Tchekel. Pourquoi les cours de français à l'Institut sont tellement chers? Ne voulez-vous pas promouvoir la culture et la langue française? Par le passé, ces cours étaient gratuits. Karine Khatab également pose une question sur les cours de français. Pourquoi existe-t-il que des cours à Tel Aviv? Alors là, je voudrais m'inscrire un peu en faux parce que malheureusement, les cours de français n'ont jamais été gratuits. Ces cours de français, à vrai dire, certes sont payants, mais à vrai dire, ils sont subventionnés assez massivement par le contribuable français. Et c'est d'ailleurs tout à fait légitime parce que je veux effectivement que le français soit accessible. Mais si les cours de français étaient gratuits, nous ne pourrions plus en donner. Voilà. Donc moi je veux qu'on puisse en donner au plus grand nombre, mais il faut assumer quand même un certain nombre de coûts. Et nous le faisons au plus grand nombre, c'est-à-dire que nous ne faisons pas des cours de français qu'à Tel Aviv, nous en donnons à Jérusalem évidemment, nous en donnons aussi à Beersheba, nous en donnons à Haïfa, et nous allons, et ça c'est une nouvelle excellente que je veux vous annoncer, c'est la primeur, c'est que nous allons aussi ouvrir des cours de français à Ashdod. Très bien. Donc cette année, dès la rentrée, dès le mois de septembre. Et puis la francophonie, c'est aussi le partage de valeurs et d'une culture commune. Et vous le savez, on essaie de travailler beaucoup sur la relation culturelle entre la France et Israël. On fait beaucoup d'événements. Là, par exemple, depuis hier, il y a toute une succession d'événements. Hier, c'était autour d'un DJ, c'était autour d'un concertiste, c'était autour de photographie entre la France et Israël. Demain, nous allons ouvrir une exposition qui s'appelle Nouvelle Vague à Rolonne, dans le domaine du design, le design français. Nous allons faire un événement culinaire. Donc voilà, on essaie de travailler sur l'inventivité, la créativité française et israélienne dans le domaine de la culture, et ça marche remarquablement bien. On essaie de le faire pas seulement à Tel Aviv, mais dans l'ensemble du pays. Je donne un exemple, le Festival du film français, qui se tient dans 5 cinémathèques, voilà, à Sderot, pas seulement à Tel Aviv, aussi à Rosh Pina, à Haïfa et à Jérusalem. Voilà, pour couvrir le pays, encore une fois, dans sa diversité. Très bien. Nous allons terminer avec la question de Rami Sayeg, de Jaffa, qui étudie l'histoire et qui s'intéresse à votre résidence. Appartient-elle toujours à une famille palestinienne ou bien au gouvernement français? Alors, il a raison, Rami, de s'intéresser à ma résidence, mais elle n'est pas encore tout à fait disponible, donc il faudra qu'il attende un petit peu. Non, c'est vrai que c'est une très belle histoire, cette résidence. D'abord, je trouve que c'est presque un monument historique. Elle a été construite dans les années 30.
Et c'est une très belle histoire, une très belle amitié entre l'architecte, qui était un architecte juif, un combattant de la Haganah, Yitzhak Rapoport, qui a fait de très beaux bâtiments dans Tel Aviv, et un propriétaire, qui était un propriétaire arabe, Mohamed El-Harim, qui, lui, était un grand propriétaire qui vendait des oranges, qui était aussi le détenteur de la licence Cadillac, donc à l'époque de la Palestine mandataire, sous tutelle britannique, il vendait des Cadillacs. Et cet homme a décidé, sur une colline qui était vierge, de faire construire cette maison. Et c'est comme c'était un esprit ouvert, il a décidé de faire appel à cet architecte juif. Et ils ont continué à travailler l'un et l'autre, alors que l'un était dans la Haganah, un officier, l'autre, le propriétaire arabe, finançait certainement le soulèvement arabe à cette époque-là. Eh bien, ils ont continué à travailler ensemble. Et non seulement ils ont travaillé, mais ils sont devenus amis. Et cette amitié a résisté à tout, a résisté à la guerre. Et c'est la mort seulement qui les a séparés. Et c'est par l'intermédiaire de cet architecte juif, Yitzhak Rapoport, que nous avons acheté la maison en 1948 à l'indépendance d'Israël. Et que depuis 1948, tous les ambassadeurs de France ont le bonheur de résider dans cette maison. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour avoir pris le temps de répondre aux questions de nos internautes, qui sont très intéressés par l'ensemble des activités de l'ambassade et, comme vous avez vu, par votre résidence, un peu plus personnellement. Merci. Merci Donna et merci à tous les internautes. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Alors, naturellement, je n'ai répondu qu'à quelques questions. Je sais que beaucoup d'autres ont été laissées en chemin, mais j'espère pouvoir y répondre par la suite à d'autres occasions, pouvoir renouveler régulièrement cet échange qui est toujours pour moi un grand plaisir.